La vie, c'est comme l'une de ces jeunes filles, rurale, rude, un peu brutale, mais très généreuse, dans le regard réticent et un peu suspicieux, et dont on ne soupçonne pas une durable intelligence et un goût de conversation, reste froide quand elle voit un jeune prétendant qui vient de visite à la campagne, donc une personne passagère qui n'attire pas du tout l'attention des jeunes filles qui préfèrent aller à l'eau et venir des sources, aller aux autres sources et se ressourcer dans la farine et dans le meilleur de blé. Voilà un choix. C'est comme il y avait des cloisons invisibles, des écrans qui se reflètent, des jeux sans jeu de mots, sans préciosité ni apparente fragilité. Jeune prétendant, un moteur d'amour dans la recherche, et il envisage d'écrire des tomes avant de trouver son amante dont il sera digne d'ouvrir son cœur un jour. Voilà, il cherche des endroits tranquilles, dans les prairies, sous une figuière. Il se réfugie, alors que des ombres dentelées des jeunes filles, encore de là, décorent le paysage lointain dans une vue de point de fuite, alors qu'il essaye de dessiner les bordures en écriteau, et il note des mots intéressants qu'il entend par la voix intérieure, et il les additionne, il les soustrait, il cherche des racines communes qui va les composer un jour, sans se soucier du syntaxe ni du sens profond de la proposition toute faite. Il cherche à refonder un monde dans lequel il va prendre place. Alors que les jeunes filles ressemblent beaucoup à la vie telle qu'il se projette, c'est-à-dire indifférente à lui, sans souci de lui, indifférent par rapport à ses capacités, par rapport à ce qu'il peut offrir en échange. Pour l'instant, pour les jeunes amoureux, la vie est avare,
et même indifférente. Elle est dans son tohu bohu inintelligible, incompréhensible, non formidable et ne mérite pas trop d'attention. Chaos pur qui ne veut rien dire. Une bousillade des journées successives. Un vide qui se joue des apparences. Un grand cercle au milieu de lequel on ne voit que un point de fuite vers le ciel. Bleu, blanc, blanc, bleu, bleu, blanc. Et il attouche avec son pinceau, il repasse tous ces blancs et tous ces bleus, il décore en dentelle une petite rondelle qui se rougit de honte parce que ces figurines trop primitives de rondelles et encore une rondelle et une rondelle et 2 points et c'est fini. Le tableau maximal érotique. Il ne fait pas attention, il les laisse à côté pour passer à des mots plus mystérieux. Alors que la vie, sans mots à dire, muette, est toujours en grouillant comme un stomac mal rempli. Des qualités de nourriture terrestre que la vie peut lui offrir, du lait lourd de crème, ne l'intéresse guère. Alors, dans cette indifférence à la vie, mais une curiosité envers la surface rondelle de la nature, en tant que nature, il porte un petit espoir que ce qu'il appelle la vie, qui n'est que le monde habité et investi par la multitude des hommes entre lesquels ils se querellent plutôt qu'ils se réjouissent. Ils sont mécontents, ingrats et toujours avides. Et il y a une apparence de nature qu'il avait fait un jour, et cette nature avait laissé derrière elle seulement des cicatrices, des plaies mal guéries, de mauvaises croix, comme l'affaire d'un grand orage qui les avait écrasés en laissant des traces sur le visage, sur le corps, sur les allures, sur leur courbure, sur leur marche, sur les pieds, dans les mains, dans les commissures de lèvres, dans les cheveux, dans le menton, et qu'il lui faisait peur.
Donc, n'ayant rien trouvé d'intéressant pour tomber amoureux, il contemplait les jeux de lumière changeantes dans le ciel, alors que les jeunes filles en fleurs, plutôt en blé divers, se sont écroulées vers le bas des rivières et elles se sont mis tout à coup à se déshabiller. Jamais vu une chose pareille dans la vie urbaine. Jeune garçon se dresse sans se faire montrer. Il commence à les observer dans les écumes, dans les rondelles, dans les points de fuite, dans leur fuite. Il dit que tout déshabillé, le monde lui paraissait mieux visible, ayant plus de sens qu'habillé. Habillé comme un code civil qui déteste dans l'université. Un code de mariage, un code de contrat et un laisse lui est apparu comme clé de la civilisation, codex, et qui n'avait rien à voir avec le droit, mais tout à fait une ruse de paysannerie. La ville était contrôlée de loin par ces jeunes filles trop rusées pour être véritablement de bon cœur, des êtres intelligentes, mais maléfiques, ayant seulement des cas à résoudre, des jurisprudences, comme un drame de mariage. Alors ils laissent tomber à l'air dans la neige au lieu de sombres noces paysannes, tout trempé, tout mouillé et ayant une chair de poule. Ils se sont croisés des yeux. Donc c'était préparation de noces à la province, à la campagne, inspiré de Franz Kafka. Alors, une note pour une note, une addenda pour une addenda, ça s'enchaîne comme ça. Les langues, à savoir, il faut savoir s'il y a une chaîne constitutive principale, essentielle, autour de laquelle tous ces addendas possibles selon sa convenance avec la langue, avec la logicité d'une langue, ou incompatible. Voilà. Difficile question. Alors, reprenons par exemple sur les études aristotéliciennes déjà cette distinction entre univoque et équivoque, et homonymie
homonyme ou se contredit par univoque, déjà mal traduit dans les autres langues cette fois-ci, par exemple en turc. Alors, s'il y a une homonymie entre deux mots, alors leurs sens sont différents. Donc on parle d'une polysémie, ça donne à des malentendus. Et quand on dit univoque, on pense qu'il y a un seul sens, mais c'est faux. Comme il s'agit de comparaison entre les mots quand on dit univoque. Alors là, les mots ont différentes phonétiquement, mais un seul sens pour dire la même chose 2 fois, 3 fois, 4 fois. Mais comment ça se fait, cette différence phonétique? Comment ça se fait? Alors, il faut parler des niveaux de langage. Niveau savant, niveau argot, niveau poétique. C'est pour ça que l'autre jour, je parlais des dérivations, tout en parlant de réitérabilité dans la reproduction de la consentement. Du consentement dans ce film. On a insisté et critiqué aussi une compréhension des réitérabilités scientifiques pour donner une supériorité à la réitérabilité scientifique, alors que celle-ci prend ses sources de la socialité où tout est permis et tout est interdit, tout est limité. Donc il faut détourner, dériver dans une nomos trop stricte. S'il n'est pas si strict, ce ne sera pas ni logos ni nomos. Alors dérivation, c'est par règle. Pour ne pas dire transgression, parce que dans la langue, il vaut mieux de parler de dérive plutôt. C'est pas une... Voilà, dérivation doit obéir à la fois à la loi supposée au nomos, tout en se référant à ce nomos, il peut le détourner. Dérivation, donc c'est un détournement, pour ne pas dire situationniste déjà, parce qu'il y a des situations, des contextes différents. On ne parle pas de la politique pour l'instant, mais c'est tout à fait l'origine du politique, c'est-à-dire ce pourquoi nous sommes multiples, polis, nous ne sommes pas identiques, ni nos désirs, malgré tout mimétisme, ne sont pas identiques, mais on désire le désir d'autrui, qui non pas pour son désir, mais pour ce schéma d'autrui, précis, todeti, de hétéron, disons, pour parler approximativement en grec. Voilà, ça donne à des malentendus, ça mal explicité, alors que linguistique générale, contemporaine, essaie de mettre en ordre, elle aussi donne lieu à une théorie de communication correcte ou pas correcte. Donc elle se stérilise un peu au lieu de traverser toute possibilité langagière, y compris des pratiques d'artisanat, fabrication, je disais fabrication de quoi? Non pas de cet consentement. Voilà, fabrication d'opinion. Ah, cette idiomaticité, idiomatique. Pour ne pas dire idiotie. Hein. Ça aussi, ça a un sens. Sûrement chez Sartre, dans l'idiot de la famille, effectivement, on est à la fois, disons, pour
caricaturiseur, on est à la fois victime du charme oedipal et à la fois on est si idiome, si singulier, si unique, notre famille unique. On préfère d'être venu au monde dans une autre famille, donc c'est unique et c'est pas interchangeable, mais comparable avec les autres, et on juge que voilà, on est idiot, on est malheureux. Comme chaque idiot qui comprend qu'il est idiot, même s'il s'agit de génie, il se sentirait malheureux. Alors pour le réconforter, il y a sciences sociales qui disent que alors là, ce que vous avez, c'est une charme très récurrente, donc vous ne faites que réitérer, vous n'êtes pas coupable, et il s'agit de se suivre cela. Il s'agit, selon Lyotard, bon, un nombre innombrable d'extrémités des nerfs qui se concentrent dans certaines régions du corps qu'on appelle zone érogène. Donc, ce n'est pas toujours dans les lieux désirés socialement. Voilà. Et vous avez entendu, j'espère. Et Lyotard, en passant, il s'est demandé alors si la nature avait des dessins secrets, n'est-ce pas, en créant l'homme comme ça, sous ce modèle. Elle aurait pu parfaitement concevoir, c'est-à-dire créer l'homme autrement et plus moralement, mais non. C'est comme ça, c'est un peu interchangeable, etc. Et ça donne lieu à la substituabilité des symboles. Ça installe tout de suite une montre symbolique à condition que certains soit secondarisés et certains soient privilégiés, donc au sens de sens propre et sens impropre. C'est ça l'essence du nomos. L'essence de bien et mal. Cette distinction primaire, soit arbitraire, soit raisonnée, se basant sur les expériences de longue durée, soit pour la sustainability, assurer la permanence et la longévité d'une civilisation, sa fonction, tant qu'elle fonctionne, en donnant abondamment lieu à des échanges symboliques extraordinaires dans le commerce amoureux, dans le commerce au sens de marchandises, dans la production au sens de transformation des formes de matières premières, se trouve jour. Au revoir.